Imaginez un instant que l'on ait arraché les premières pages de votre livre de famille, que l'on ait effacé les visages de vos ancêtres sur les photographies et que, pour combler ce vide, on vous ait raconté une histoire qui n'est pas la vôtre, une histoire où vous n'existiez pas avant que d'autres ne décident de vous inventer. C'est exactement ce que le monde a tenté de faire à tout un continent, l'Afrique, berceau de l'humanité, mais longtemps présenté comme une terre sans passé, une terre plongée dans une nuit éternelle que seule la lumière venue d'ailleurs aurait fini par éclairer. Mais dans cette obscurité imposée, un homme s'est levé. Un homme armé d'une curiosité insatiable et d'une rigueur scientifique sans faille, un homme qui allait consacrer chaque seconde de son existence à recoller les morceaux de ce miroir brisé pour rendre aux Africains leur propre reflet, fier et impérial. Ce nom, que certains murmurent avec une révérence quasi religieuse et que d'autres ont tenté d'étouffer sous les tapis des académies poussiéreuses, c'est celui de Cheikh Anta Diop. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement survoler une biographie comme on lirait une notice Wikipédia. Nous allons plonger dans les entrailles d'un combat intellectuel qui a duré plus de 40 ans. Un combat contre le racisme institutionnalisé, contre le déni de science et pour la vérité historique. Nous allons voir comment un jeune étudiant sénégalais, arrivé à Paris avec ses rêves et ses cahiers, est devenu le cauchemar des égyptologues conservateurs. Si tu veux découvrir d'autres récits troublants, pense à t'abonner. Et toi qui m'écoutes dans l'obscurité, laisse une trace de ton passage. Partage ton coin du monde et l'heure à laquelle nos chemins se croisent. Car ce récit est aussi le tien, celui de la quête de la vérité à travers les âges. Tout commence dans un petit village du Sénégal, à Ceytou, en 1923. À cette époque, l'Afrique est découpée, morcelée par les puissances coloniales. Le jeune cheikh grandit dans un environnement imprégné de spiritualité et de savoir traditionnels, mais il est très vite confronté au système éducatif français, un système conçu pour faire de l'Africain un auxiliaire de l'administration, pas un penseur libre. Pourtant, dès ses premières années d'école, Diop montre une précocité qui dérange presque. Il ne se contente pas d'apprendre, il interroge. Il observe le monde qui l'entoure et ressent une dissonance profonde entre ce qu'il voit, la richesse des cultures wolof, la complexité des structures sociales sénégalaises, et ce qu'on lui enseigne, que l'Afrique est un continent sans histoire, une table rase avant l'arrivée des explorateurs européens. Cette interrogation devient une obsession lorsqu'il arrive à Paris dans les années 1940. La ville lumière est alors le centre du monde intellectuel, mais c'est aussi le bastion d'une science qui justifie la domination coloniale par une hiérarchie des civilisations. Diop s'inscrit en physique et en chimie sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, mais son esprit est ailleurs, ou plutôt il est partout. Il comprend que pour libérer un peuple, il ne suffit pas de lui rendre sa terre, il faut lui rendre sa mémoire. Et cette mémoire, il va la chercher là où personne n'ose regarder, dans la vallée du Nil. Le point de bascule se produit lorsqu'il commence à étudier l'Égypte ancienne. À l'époque, le consensus académique est formel. Les Égyptiens anciens étaient des Blancs, ou tout au moins des Hamites à la peau claire, mais en aucun cas des Noirs. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des savants de l'époque, il est impensable qu'une civilisation aussi grandiose, ayant inventé l'écriture, l'architecture monumentale et les mathématiques avancées, puisse être l'œuvre de populations mélanodermes. Diop voit là une fraude monumentale, un hold-up historique qu'il décide de dénoncer non pas par des slogans, mais par la preuve scientifique. Il se lance alors dans une entreprise titanesque, l'étude de la linguistique, de l'anthropologie, de l'archéologie et de la physique nucléaire pour prouver l'unité culturelle et biologique d'Afrique. Il veut démontrer que l'Égypte pharaonique est à l'Afrique ce que la Grèce et la Rome antique sont à l'Occident, la matrice originelle. C'est le début d'une guerre de 30 ans contre l'establishment. Imaginez ce jeune homme, souvent seul face à des amphithéâtres remplis de professeurs sceptiques, voire méprisants, défendant sa thèse avec une courtoisie glaciale et une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas pour lui d'un simple débat d'idées, mais d'une question de survie identitaire pour des millions de personnes. Dans cette première partie de notre voyage, nous allons explorer les racines de cette pensée. Comment Diop a-t-il réussi à lier la structure de la langue wolof aux hiéroglyphes égyptiens? Comment a-t-il utilisé le test de la mélanine sur des momies pour confondre ses détracteurs? C'est une plongée dans une époque où la science servait d'arme de guerre. Le décor est posé, les acteurs sont en place et le rideau se lève sur l'une des plus grandes controverses du XXe siècle.
Nous sommes en 1951 et Cheikh Anta Diop s'apprête à présenter sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Il ne le sait pas encore, mais il est au point de déclencher un séisme dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui dans chaque université du monde. Préparez-vous, car pour comprendre l'homme, il faut comprendre l'ampleur du mensonge qu'il a dû affronter. Il ne s'agissait pas d'une petite erreur de chronologie, mais d'un système entier de pensée conçu pour maintenir un continent dans l'infériorité psychologique. Nous sommes au début des années 1950. Paris est en pleine ébullition intellectuelle, les cafés de Saint-Germain-des-Prés résonnent des débats existentialistes de Sartre et de Beauvoir, mais dans les couloirs glacés de la Sorbonne, le temps semble s'être arrêté au siècle précédent. C'est ici, dans ce temple du savoir occidental, que Cheikh Anta Diop va tenter l'impossible. Il a un manuscrit sous le bras, un texte qui contient assez de dynamite pour faire s'écrouler les colonnes du temple. Ce texte deviendra plus tard un ouvrage mythique, Nation, nègre et culture. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une thèse de doctorat que les professeurs refusent de valider. Imaginez la scène. Diop arrive face à un jury composé de l'élite de l'université française. Il est noir, il est jeune, et il vient leur dire, avec une politesse qui frise l'insolence scientifique, que tout ce qu'ils enseignent sur l'Égypte est faux. Il ne vient pas demander une faveur, il vient présenter des preuves. Mais la Sorbonne de 1951 n'est pas prête. On lui refuse le jury. On lui dit que son travail est trop vaste, qu'il touche à trop de disciplines à la fois. C'est l'argument classique pour disqualifier un génie, l'accuser de ne pas rester dans sa boîte. Mais Diop est inclassable. Physicien de formation, il utilise la chimie pour parler d'histoire et la linguistique pour parler de biologie. Pour les mandarins de l'époque, c'est une hérésie. C'est ici que le combat de Diop prend une dimension épique. Face au refus de l'institution, il ne se décourage pas. Au contraire, il travaille encore plus dur. Il s'installe dans les bibliothèques, passant des nuits entières à décortiquer les textes des auteurs grecs anciens. Car c'est là l'ironie suprême que Diop va exploiter. Les Grecs eux-mêmes, d'Hérodote à Aristote, ne cessaient de dire que les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Diop exhume ces témoignages que l'égyptologie moderne a volontairement occultés, traduits de travers ou mis de côté, sous prétexte que les Grecs exagéraient. Il interroge ses lecteurs. Pourquoi croire les Grecs quand ils nous parlent de mathématiques ou de philosophie, mais les traiter de menteurs quand ils décrivent physiquement les gens qu'ils ont rencontrés en Égypte ? Le silence de l'institution est une forme de violence. Pendant que Diop peaufine ses arguments, il vit dans une précarité matérielle certaine, mais une richesse intellectuelle absolue. Il fréquente les cercles de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. C'est là qu'il comprend que son combat scientifique est le moteur indispensable de la libération politique. Pour lui, l'indépendance ne signifie rien si elle n'est accompagnée d'une souveraineté intellectuelle. Si les Africains continuent de voir le monde à travers les lunettes de l'ancien colonisateur, ils resteront colonisés dans leur esprit, même avec un drapeau et un hymne national. Il commence à développer sa théorie de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Il ne s'agit pas d'un concept romantique ou d'une nostalgie poétique, mais d'une analyse rigoureuse des structures sociales. Il compare le système de parenté, les structures matriarcales, les croyances religieuses et surtout les langues. C'est là que le travail de Diop devient vertigineux. Il entreprend de démontrer que le Wolof, sa langue maternelle, ainsi que de nombreuses autres langues d'Afrique de l'Ouest, partagent une racine commune avec l'ancien égyptien. Il dresse des listes de mots, analyse les grammaires, cherche les glissements sémantiques sur des millénaires. Il veut prouver que la vallée du Nil a été le point de départ d'une migration qui a peuplé tout le continent. Mais revenons à cette confrontation avec l'université. Pourquoi un tel blocage ? Parce que reconnaître l'origine nègre de la civilisation égyptienne, c'est admettre que l'Afrique a civilisé le monde. C'est admettre que pendant que les ancêtres des Européens vivaient encore dans des grottes, les ancêtres des Africains calculaient la circonférence de la Terre, inventaient le calendrier et érigeaient des pyramides dont la précision géométrique défie encore nos ingénieurs modernes. Accepter cela, c'était faire s'effondrer tout l'édifice moral qui justifiait la colonisation, cette fameuse mission civilisatrice. Si le colonisé est en réalité l'héritier du civilisateur originel, alors le monde est à l'envers. Diop ne flanche pas.
En 1954, devant l'impossibilité de soutenir sa thèse, il publie son travail chez Présence africaine sous le titre « Nation nègre et culture ». C'est un coup de tonnerre. Le livre circule sous le manteau, il est lu par les intellectuels du monde entier. Il devient la Bible d'une génération en quête de dignité. Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, le qualifie de « le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit ». Mais le succès populaire n'efface pas le mépris académique. Diop sait qu'il doit retourner dans l'arène. Il sait qu'il doit obtenir ce titre de docteur, non pas pour la gloire, mais pour que ses preuves ne puissent plus être balayées d'un revers de main comme de simples opinions militantes. Il va alors multiplier les fronts. Il ne se contente plus de la linguistique, il veut la preuve matérielle, irréfutable, celle que seule la science dure peut fournir. C'est là qu'il imagine le test de la mélanine. Il se dit, si les Égyptiens étaient noirs, leur peau doit contenir un taux de mélanine que l'on peut encore mesurer sur les momies malgré les millénaires. Il commence à élaborer un protocole expérimental dans son laboratoire. Il travaille sur des échantillons de peau de momies rapportés par des expéditions. C'est une méthode révolutionnaire pour l'époque. Il est seul, sans subvention massive, poussé par la seule force de sa conviction. Après avoir arraché son doctorat à la Sorbonne en 1960, au terme d'un combat qui aurait épuisé n'importe quel autre homme, Cheikh Anta Diop rentre au pays. Le Sénégal vient d'accéder à l'indépendance et tout est à construire. Mais l'accueil qui lui est réservé n'est pas celui d'un héros national par les autorités en place. À la tête de l'État se trouve Léopold Sédar Senghor, le poète de la négritude, un homme brillant, mais dont la vision de l'Afrique diffère radicalement de celle de Diop. Alors que Senghor chante l'émotion noire et la raison hellène, Diop, lui, veut prouver que la raison est tout aussi africaine que l'émotion. Un duel silencieux mais féroce s'installe entre les deux hommes. Senghor, craignant peut-être l'aura de ce savant trop indépendant, va l'écarter des cercles du pouvoir et même de l'enseignement universitaire classique pendant de longues années. Mais on n'enferme pas un esprit comme celui de Diop. Puisqu'on ne lui donne pas de chaire prestigieuse, il va se créer son propre sanctuaire. C'est ainsi que naît le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar. Imaginez cet endroit. Au milieu d'un continent que l'on disait incapable de maîtriser les hautes technologies, Diop installe l'un des premiers laboratoires de datation au carbone 14 de toute l'Afrique. Il ne veut plus dépendre des laboratoires européens pour dater les vestiges de son propre sol. Il veut l'autonomie totale. Il passe ses journées en blouse blanche, entouré de compteurs Geiger et de fioles de précision, manipulant des échantillons de charbon de bois ou d'ossements millénaires. C'est là, dans la pénombre de son labo, que Diop va porter le coup de grâce à l'historiographie coloniale. Il ne se contente plus de la linguistique ou de l'analyse des textes grecs, il s'attaque à la matière. Il perfectionne son test de la mélanine. Pour comprendre l'importance de cette manipulation, il faut réaliser l'audace technique qu'elle représente. Il s'agit de prélever des coupes microscopiques sur la peau des momies égyptiennes, de les traiter chimiquement et d'observer, sous l'œil impitoyable du microscope, les granules de mélanine restés intacts après des milliers d'années de dessiccation. Sa conclusion est sans appel. Les niveaux de mélanine observés correspondent à ceux des populations mélanodermes actuelles. Pour Diop, les pharaons n'étaient pas des Méditerranéens basanés, ils étaient noirs au sens biologique du terme. Mais le combat n'est pas seulement biologique, il est aussi énergétique et physique. Diop est un homme de la Renaissance égaré dans le XXe siècle. Il écrit sur l'usage de l'énergie nucléaire pour le développement de l'Afrique à une époque où le continent peine encore à s'électrifier. Il voit loin, trop loin peut-être pour ses contemporains. Il explique que la science n'est pas une propriété de l'Occident, mais un patrimoine humain dont l'Afrique a tenu le flambeau pendant des millénaires avant de passer le relais. Il veut que la jeunesse africaine se réapproprie les sciences dures, les mathématiques, la physique atomique, car il sait que la véritable indépendance se joue dans les laboratoires de recherche. Pendant que Senghor organise de grands festivals de poésie, Diop, dans son coin, rédige des manifestes politiques d'une précision chirurgicale. Il fonde des partis d'opposition comme le Bloc des masses sénégalaises, BMS, puis le Rassemblement démocratique sénégalais, RND. Son discours est clair. L'Afrique doit s'unir pour former un État fédéral puissant, capable de peser face aux blocs de l'Est et de l'Ouest.
Il trace les plans d'un futur grand ensemble africain allant de l'utilisation de l'eau des fleuves pour l'irrigation massive jusqu'à la création d'une armée commune. Ses écrits politiques sont empreints de la même rigueur que ses recherches scientifiques. Chaque proposition est étayée par des chiffres, des données géographiques et une vision à long terme. Cependant, cette activité politique lui vaut les foudres du régime. Il est harcelé, surveillé et ses partisans sont souvent inquiétés. Mais Diop reste un calme olympien. Il ne répond jamais à l'insulte par une insulte, mais par une nouvelle démonstration scientifique. C'est sa force ultime. Lorsqu'on tente de le discréditer en disant que ses thèses sont idéologiques, il répond par une nouvelle publication sur la parenté génétique entre les langues africaines et l'égyptien ancien, apportant centaines de preuves supplémentaires. Il est comme un joueur d'échecs qui a toujours 10 coups à l'avance sur ses adversaires. Le point culminant de cette période est sans doute la préparation de ce qui sera son plus grand triomphe international, le colloque du Caire en 1974. L'UNESCO décide enfin de confronter les thèses de Diop et de son fidèle compagnon de lutte, le Congolais Théophile Obenga, aux plus grands égyptologues du monde entier. C'est l'invitation au duel final. Diop sait que c'est là, en terre d'Égypte, sous l'ombre des pyramides et sous le regard des experts les plus sceptiques, que tout va se jouer. S'il gagne, l'histoire du monde devra être réécrite. S'il perd, son œuvre sera reléguée au rang de curiosité militante. Imaginez la pression. Il prépare ses dossiers avec une minutie de condamné à mort qui joue sa grâce. Il ne laisse rien au hasard. Photos de momies, tableaux de comparaison de drames-mères, analyses de groupes sanguins, témoignages d'auteurs anciens. Il sait que ses contradicteurs l'attendent au tournant, prêts à pointer la moindre petite erreur pour invalider l'ensemble de son édifice. Mais Diop n'a pas peur. Il a passé sa vie à se préparer pour ce moment. Il sait que la vérité est une force tranquille qui finit toujours par user le mensonge, même le plus solide. Dans cette atmosphère de fin de règne pour l'historiographie coloniale, Diop s'envole vers le Caire. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement physique, c'est un retour aux sources, un pèlerinage scientifique. Il va enfin confronter sa pensée à la réalité du terrain face à un collège d'experts qui n'ont aucune envie de lui donner raison. C'est ce moment de bascule, cette joute intellectuelle d'une intensité rare que nous allons explorer dans la partie suivante. Car ce qui s'est passé au Caire en 1974 n'est rien de moins que la chute du mur de Berlin de l'historiographie africaine. Nous sommes en 1974. Le soleil de janvier pèse sur la ville du Caire, mais l'atmosphère à l'intérieur des salles de conférence de l'UNESCO est encore plus lourde. Ce qui s'y joue n'est pas un simple colloque entre passionnés d'antiquité. C'est un procès. Le procès d'une vision du monde qui dure depuis des siècles. Le thème officiel est « Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique ». Mais derrière ce titre austère, la question qui brûle toutes les lèvres est beaucoup plus explosive. Les anciens Égyptiens étaient-ils des Noirs ? Pour la première fois de l'histoire moderne, l'élite mondiale de l'égyptologie est forcée de s'asseoir à la même table que deux savants africains. Cheikh Anta Diop et son disciple le linguiste Théophile Obenga. Face à eux, 20 spécialistes venus de tous les horizons, France, Angleterre, États-Unis, Allemagne, Égypte. Ces experts représentent les plus grandes universités du globe, des institutions qui, pendant des générations, ont enseigné que l'Égypte était une anomalie blanche en Afrique, une sorte de miracle méditerranéen coupé du reste du continent par le désert du Sahara. Imaginez le contraste. D'un côté, une armée de savants, arc-boutés sur leur certitude, souvent héritée d'une époque où la science devait justifier la hiérarchie des races. De l'autre, Diop, imperturbable, portant sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. Le colloque commence dans une tension palpable. Les apacs pleuvent, on tente de nier l'évidence des traits physiques, on parle de brunissement dû au climat, on invente des termes complexes pour éviter de prononcer le mot « noir ». Mais Diop a prévu chaque mouvement de ses adversaires. Il sort alors son artillerie lourde, les preuves physiques. Il présente ses travaux sur le dosage de la mélanine, cette méthode qu'il a perfectionnée dans son laboratoire de Dakar. Il explique, avec une précision technique qui laisse ses détracteurs sans voix, que la peau des momies n'est pas simplement brûlée par le temps ou le bitume de l'embaumement, mais qu'elle contient des structures cellulaires typiques des populations noires. C'est un silence de mort qui accueille sa démonstration. Pour la première fois, la subjectivité de l'œil humain est remplacée par la froideur du microscope.
Mais il ne s'arrête pas là. Avec Théophile Obenga, il lance l'offensive sur le terrain de la linguistique. Pendant des heures, il démontre les corrélations profondes entre l'ancien égyptien et les langues africaines modernes, comme le wolof, le sérère ou le copte. Il ne se contente pas de comparer quelques mots à hasard, il dissèque les structures grammaticales, les préfixes, les suffixes, les conjugaisons. Il prouve que l'égyptien n'est pas une langue isolée ou sémitique, mais qu'elle appartient à un socle linguistique africain commun. Les experts présents, souvent incapables de parler une seule langue africaine vivante, se retrouvent désarmés. Comment contredire un homme qui maîtrise à la fois les hiéroglyphes et les langues du terroir ? Le débat dure plusieurs jours. C'est une joute intellectuelle d'une rare intensité. Diop est partout. Il parle d'anthropologie, cite les auteurs grecs de mémoire, invoque les découvertes archéologiques les plus récentes au Soudan, qui montrent que la royauté égyptienne est née plus au sud, au cœur de l'Afrique, bien avant que la première pyramide ne soit érigée. Il retourne l'argument de ses adversaires contre eux-mêmes. Si l'Égypte a civilisé le monde, et si l'Égypte est africaine, alors l'Afrique est la mère de la civilisation. À la fin du colloque, l'impensable se produit. Le rapport final de l'UNESCO acte une défaite historique pour l'égyptologie classique. Les experts reconnaissent que la théorie de l'origine nègre des anciens Égyptiens est solidement étayée et que les thèses de Diop et Obenga ont dominé les débats par leur rigueur. C'est une victoire totale, un séisme. Le dogme du pharaon blanc vient de voler dans les éclats dans la ville même qui fut sa capitale. Cependant, cette reconnaissance internationale ne signifie pas que tout change du jour au lendemain. Dans les couloirs des universités occidentales, la résistance s'organise. On commence à ignorer les résultats du Caire, on évite d'en parler dans les manuels scolaires, on tente de noyer le poisson en parlant d'une Égypte métissée pour ne pas admettre l'origine purement africaine. Diop le sait, le combat pour la vérité est une guerre d'usure. Il rentre au Sénégal, non pas pour se reposer sur ses lauriers, mais pour continuer de bâtir l'infrastructure de cette renaissance. Il comprend que la science sans éducation n'est qu'une épée sans bras. Il s'attelle alors à une tâche titanesque, la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, sous l'égide de l'UNESCO. Il veut que les enfants africains, de Dakar à Nairobi, apprennent enfin une histoire qui les valorise, une histoire où ils ne sont pas des figurants, mais les acteurs principaux du progrès humain. Sa plume devient son outil de construction massive. Ses phrases s'allongent, se chargent de références, deviennent des remparts contre l'oubli. Mais au Sénégal, le climat politique reste étouffant. Senghor, bien que conscient du prestige que Diop apporte au pays, continue de le maintenir dans une forme d'exil intérieur. Le laboratoire de radiocarbone manque de moyens, les partis politiques de Diop sont interdits ou entravés. C'est la tragédie du prophète en son pays. Célébré au Caire, à Paris et à New York, il reste un opposant surveillé à Dakar. Pourtant, c'est dans cette adversité que sa légende se forge. Il devient l'icône de la jeunesse étudiante, qui voit en lui l'alliance parfaite de l'intégrité morale et du génie intellectuel. Le triomphe du Caire en 1974 a changé la donne internationale, mais au Sénégal, le quotidien de Cheikh Anta Diop reste une lutte de chaque instant contre l'inertie. Le laboratoire de radiocarbone, ce joyau technologique qu'il a bâti à la force du poignet, devient son ultime refuge. C'est là que, loin des caméras et des honneurs, il continue de disséquer la matière pour en extraire la vérité. Mais dans cette dernière phase de sa vie, Diop élargit encore son horizon. Il ne se contente plus de prouver que l'Égypte était noire, il veut démontrer que l'Afrique est la matrice de l'humanité tout entière, non seulement historiquement, mais biologiquement et culturellement. C'est l'époque où il affine ses théories sur l'origine de l'homme. Bien avant que la génétique moderne ne vienne confirmer avec certitude l'origine africaine de l'Homo sapiens, Diop l'affirmait déjà avec la force de la déduction scientifique. Pour lui, l'adaptation climatique, cette fameuse différenciation des races qui a tant servi de prétexte à l'oppression, n'est qu'un détail de l'histoire biologique. Il rappelle au monde que si l'humanité est née sous le soleil de l'Afrique, elle est nécessairement née mélanoderme. Le blanc, explique-t-il, n'est qu'un noir qui a perdu sa pigmentation par adaptation au climat froid du Nord. Cette inversion totale de la perspective raciale est un séisme mental. Le noir n'est plus l'exception ou la marge, il est l'originel, l'ancêtre commun, le prototype de l'espèce.
Pendant ce temps, sa relation avec le pouvoir politique sénégalais prend une tournure plus amère. En 1980, Senghor quitte le pouvoir, remplacé par Abdou Diouf. On pourrait croire à une ouverture, mais Diop reste un nom dangereux pour l'ordre établi car il ne transige jamais. Son parti, le RND, Rassemblement démocratique sénégalais, est enfin légalisé, mais les entraves administratives persistent. Pourtant, son influence ne se mesure plus aux urnes, elle se mesure dans les esprits. Chaque conférence de Diop à l'université de Dakar est un événement. Les étudiants s'y pressent par milliers, s'asseyant sur les marches, s'accrochant aux fenêtres pour entendre cet homme qui leur parle de leur grandeur passée pour mieux les préparer à leurs responsabilités futures. Il publie en 1981 son œuvre monumentale « Civilisation ou barbarie ». C'est un livre d'une densité presque intimidante, une somme de connaissances où la physique nucléaire côtoie l'égyptologie, où l'analyse des structures de l'État africain répond aux théories de Marx et d'Engels. Dans ce livre, Diop ne se contente pas de défendre l'Afrique, il attaque la prétention de l'Occident à l'universalité. Il démontre que ce que l'on appelle civilisation est un héritage collectif dont l'Afrique a posé les premières pierres, et que la barbarie réside dans l'oubli volontaire de cette dette. Ces phrases sont de véritables architectures de pensée, s'étirant sur de longues lignes pour englober la complexité du monde. Il écrit pour que l'on ne puisse plus jamais dire « je ne savais pas ». Mais au-delà du savant, il y a l'homme d'État visionnaire. Diop comprend que l'Afrique, morcelée en micro-États issus de la colonisation, n'a aucune chance dans le concert des nations. Il milite inlassablement pour un État fédéral d'Afrique noire. Pour lui, l'unité n'est pas un slogan panafricain sentimental, c'est une nécessité vitale, technique et économique. Il parle de l'industrialisation du continent, de la maîtrise de l'atome à des fins pacifiques, de la création d'un marché commun. Il est l'architecte d'un futur que nous peinons encore à construire aujourd'hui. Il prévient « l'Afrique doit s'unir ou périr ». Dans le silence de son laboratoire, il commence aussi à sentir les limites de ses propres forces. Sa santé décline, mais son esprit reste une flamme vive. Il passe ses nuits à corriger des manuscrits, à répondre des correspondances venant des quatre coins du monde. Il est devenu le père de la Renaissance africaine, une figure paternelle et savante qui rassure et guide. Il ne cherche pas la richesse, il vit modestement, entouré de ses livres et de ses appareils de mesure. Sa seule richesse est cette certitude d'avoir rendu à un peuple sa colonne vertébrale. C'est dans cette atmosphère de travail acharné qu'arrive le 7 février 1986. Cheikh Anta Diop s'éteint brusquement dans son sommeil, à Dakar. Le choc est immense. Le continent tout entier retient son souffle. Le lion s'est endormi, mais il laisse derrière lui une forêt de jeunes pousses prêtes à reprendre le flambeau. Sa mort n'est pas une fin, c'est une consécration. Il est enterré à Tiaïtou, son village natal, sous un baobab, retournant à cette terre qu'il a tant aimée et dont il a si bien raconté l'histoire. Le départ du savant a laissé un vide immense, mais il a surtout laissé une méthode. Aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans l'ère de la génétique de pointe et de l'imagerie satellite, le nom de Cheikh Anta Diop ne se murmure plus seulement dans les cercles militants, il est devenu une référence incontournable, même pour ses anciens détracteurs qui, du bout des lèvres, finissent par admettre l'évidence. Les découvertes récentes en paléontologie et en archéogénétique ne font que confirmer ce que Diop avait déduit par la seule force de l'observation et de l'analyse logique il y a plus de 50 ans. L'humanité est une, elle est née en Afrique, et ses premières grandes civilisations portent la signature indélébile de ce berceau. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires de génétique. Les études sur l'ADN ancien, bien que complexes, révèlent des flux migratoires qui valident l'idée de Diop sur le peuplement de la vallée du Nil. L'idée d'une Égypte isolée du reste de l'Afrique est devenue scientifiquement indéfendable. On sait désormais que les racines de la pensée pharaonique puisent directement dans le Sahara vert et dans les cultures soudanaises anciennes. Le miracle du Caire de 1974 n'était pas un accident de l'histoire, c'était une prémonition. Les manuels scolaires, bien que lentement, commencent à intégrer ces réalités, arrachant enfin le voile de silence qui entourait la contribution de l'homme noir à la marche du progrès humain. Mais l'héritage de Diop ne se limite pas à des ossements et à des molécules. Son véritable triomphe réside dans la révolution mentale qu'il a opérée.
Il a appris à toute une génération d'Africains et de membres de la diaspora à regarder l'histoire non pas avec les yeux de la victime, mais avec ceux du créateur. Il a prouvé que la rigueur scientifique est la forme la plus haute de la résistance. En refusant de céder à l'émotion facile ou au nationalisme aveugle, en restant ancré dans la preuve et le fait, il a rendu ses conclusions invincibles. C'est ce message que nous devons retenir. La connaissance est la seule clé capable d'ouvrir les serrures de l'aliénation. Si vous allez aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui porte fièrement son nom, vous ressentirez cette vibration. Ce n'est pas seulement un hommage à un homme mort, c'est un rappel quotidien que l'excellence n'a pas de couleur. Diop nous a laissé un testament politique qui reste d'une brûlante actualité. Son appel à un État fédéral africain n'a jamais été aussi pertinent qu'à l'heure de la mondialisation sauvage. Il savait que sans une masse critique, sans une union économique et scientifique, le continent resterait le terrain de jeu des grandes puissances. Il nous a donné les plans de la maison, il nous appartient désormais de poser les briques. Toi qui m'écoutes encore, au bout de ce long récit, comprends que Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un savant du passé, il est un phare pour le futur. Son parcours nous enseigne que même seul contre tous, armé de la seule vérité, on peut faire trembler les institutions les plus puissantes. Il nous rappelle que l'histoire est une arme et que celui qui ne l'écrit pas est condamné à la subir. Il a réveillé l'Afrique, certes, mais il a aussi réveillé la conscience humaine sur sa propre origine. Aujourd'hui, les pyramides ne sont plus des monuments étrangers perdus dans le désert, elles sont redevenues les balises d'une mémoire retrouvée. Le Wolof, le Yoruba, le Zoulou ne sont plus des dialectes méprisés, mais des dépositaires d'une sagesse millénaire qui a dialogué avec les astres et les dieux du Nil. Le combat de Diop est terminé, car la vérité est désormais sur la place publique. Mais le nôtre commence, celui de transformer cette conscience historique en moteur de développement, d'innovation et de dignité. En refermant ce livre de vie, n'oublions jamais cette phrase qu'il aimait répéter aux étudiants. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Ce n'était pas une métaphore agressive, mais une invitation à l'invulnérabilité intellectuelle. Car on peut détruire un homme, on peut brûler ses livres, mais on ne peut pas arrêter une idée dont l'heure est venue. Et l'heure de la vérité africaine a sonné grâce à ce géant de Tiaïtou qui a osé défier les siècles pour nous rendre notre lumière. Repose en paix, pharaon du savoir. Ta trace est gravée dans le granit de l'histoire et ton ombre protectrice s'étend désormais sur tout un continent qui ne se rendormira plus jamais. L'histoire est complète, mais le futur, lui, est entre vos mains.